Bonjour à tous, bonjour. On va reprendre dans une minute, je vous demande juste une minute de patience, on attend notre dernier invité. Donc, bonjour à tous, je suis Jean-Daniel Penaud, donc responsable recherche et innovation à CESI. Et je suis ravi aujourd'hui de vous présenter cette table ronde dédiée à l'industrialisation de l'impression 3D. Donc l'impression 3D ou fabrication additive, comme vous le savez, c'est un ensemble de procédés qui permet d'imprimer couche à couche des pièces à partir d'un modèle 3D qui est virtuellement tranché. Donc on en parle beaucoup depuis des années. Dans les premières années, c'était essentiellement cantonné, les années 90-2000, au prototypage. Mais peu à peu, ça s'est industrialisé, beaucoup en Europe pour le métal, aux États-Unis pour le polymère. Et aujourd'hui, tiré d'abord, disons, par les secteurs à très haute valeur ajoutée, aéronautique, spatiale, médicale, un peu moins en France, sport automobile. Depuis maintenant une demi-douzaine d'années, ça se généralise, ça s'exploite dans beaucoup plus de domaines qui vont du BTP à la pâtisserie en passant par le luxe ou même la fonderie. Et donc vraiment une grande généralisation qui est due aux grands avantages de l'impression 3D, donc qui sont connus, allègement, réduction ou réduction d'assemblage, mais aussi une grande facilité de production. Mais il n'en reste pas moins que l'impression 3D est souvent onéreuse, elle reste chère et donc il faut être suffisamment malin pour générer de la valeur, l'utiliser à sa juste façon. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui 4 invités qui ont réussi totalement ou partiellement, vous nous le direz, mais à exploiter opportunément l'impression 3D. Donc si je commence par Alexandre Darbois, qui nous vient d'Orano, où il est responsable innovation et fabrication additive. Philippe Ferraud de la SNCF, qui est expert technique et scientifique et référent en fabrication additive. Sylvain Bels, qui nous vient d'Assaut Aviation, où il est également responsable fabrication additive. Et Christophe Eschenbrenner, président de France Additive, qui nous rejoint au pied levé. Et je vous remercie tous les 4, et particulièrement Christophe. Alors peut-être avant de rentrer dans les aspects économique ou stratégie, est-ce que, messieurs, vous pourriez nous dire un mot du déploiement aujourd'hui de l'impression 3D réellement dans vos entreprises, et peut-être commencer par Philippe, si vous le voulez bien. Oui, je te remercie pour cette parole. Bien écoutez, on va peut-être commencer par finalement illustrer ce qu'on fait à la SNCF. Par des pièces, en fait, par des images, ce sera plus simple. On a déployé évidemment plusieurs procédés différents, parce que quand on parle de fabrication additive, il faut imaginer qu'il existe plein de matériaux, hein, des polymères, des métalliques, et aussi plein de procédés. Donc nous, on a fait le choix, par exemple, de travailler sur des procédés qui sont les plus matures, puisqu'on a besoin de pièces que l'on monte sur les trains. Hein. Donc du coup, on va travailler pour les polymères du FDM, par exemple, donc c'est du fil fondu. Côté métallique, on va être plutôt sur du SLM, hein, de la poudre, avec plusieurs matériaux différents. Hein. Ça peut être de l'inconel, de l'acier, de l'aluminium, des aciers inoxydables. Et ensuite, il ne faut pas oublier, ça c'est la fabrication directe de pièces. Pensez aussi à la fabrication indirecte de pièces, puisque la fabrication additive nous permet aussi, à travers la fonderie rapide par exemple, d'imprimer des moules. Hein, la fonderie est souvent une problématique de délai d'approvisionnement, hein, quand on n'a pas les moules. Et du coup, c'est une entrée facile pour faire de la fabrication additive que faire de la fonderie rapide, puisque finalement on reste sur un procédé standard. Voilà. Et puisque ça reste de la fonderie classique après, mais on a juste imprimé le moule, on imprimait le moule directement en fait, avec du sable.
Donc voilà des exemples de pièces que je vous ai mises, que vous pouvez rencontrer dans les trains que vous prenez tous les jours. Voilà. Enfin, peut-être pas trop aujourd'hui, mais voilà, donc ça peut être des cas comme on voit en haut à gauche, des pièces qui avaient tendance à casser et qui finalement, comme c'est quand même un thème aujourd'hui, se retrouvent à être moins chères en fabrication additive que par le procédé conventionnel, qui était de la fonderie, et parce qu'on avait un besoin de commande très faible et que le fournisseur ne veut pas me faire 5 pièces ou 10 pièces. Lui, il veut bien m'en faire 50 ou 100 et j'en ai pas besoin d'autant. Donc du coup, ça peut être intéressant. Ça peut être comme la petite pièce polymère blanche et noire qu'on voit au milieu, où je suis sur mon train et il faut qu'il parte, il faut qu'on finisse de monter des pièces, et puis il me manque 3 pièces. 3 petits bouts de plastique comme ça, et je peux fabriquer comme ça, au besoin, au pied levé, les petites pièces dont j'ai besoin, et ça va me permettre de faire un gain en temps. Ou bien encore à droite un bouchon. Hein, voilà. Avant on nous vendait, j'avais le bouchon qui cassait, on me vendait le kit complet et puis je refabrique que le bouchon. Et du coup je fais un gain en temps parce qu'on ne change pas tout l'ensemble et un gain économique évidemment puisque j'ai pas racheté toute la pièce. Et aussi écologique du coup puisque je consomme moins de matière, je rachète pas du matériel et je change pas du matériel qui finalement n'avait pas besoin d'être changé. Donc voilà par exemple. On va mettre une autre. Alors ça, c'est la première étape. La première étape, c'était des pièces à iso-design, si vous voulez. Quand vous voulez commencer sur la fabrication additive, le plus simple, c'est de fabriquer déjà des pièces avec la même géométrie, tout simplement. C'est pas ce qui est le plus intéressant et c'est pas ce qui est plus rentable. Mais on va voir. Donc c'est la première étape pour rentrer, c'est plus simple. Des pièces non sécuritaires. Ensuite, nous, on a continué et on a voulu démontrer la capacité de la fabrication additive, comme un procédé mature. Et là, vous avez des pièces de sécurité. Un support d'amortisseur TGV, c'était une première mondiale. Hein, on n'avait pas de pièces de sécurité dans le ferroviaire. Qui roule depuis 2019, une équerre de renvoi de frein, en fait, de timonerie de frein sur du fret. Et donc toutes ces pièces-là, en fait, sont des pièces qui sont qualifiées sécurité dans le ferroviaire et qui peuvent rouler. Donc c'est encore un step au-dessus, au niveau qualification. Et avec mes collègues, on en parlera. Ça a un coût, la qualification, donc ça prend du temps. Vas-y encore. Et enfin, la dernière étape, c'est on peut se faire plaisir et redesigner les pièces, faire de l'optime topo, de l'optime maintenance, du gain de performance. Et là, vous voyez à gauche, c'était le même support d'amortisseur qu'on a vu juste avant. Il ressemble plus beaucoup, en fait. D'ailleurs, on a perdu, il a maigri de 50%. Hein. Et puis, lui, il roule depuis 2021, voilà, et il est qualifié et aucun problème. Et c'est une très jolie pièce qu'on a sur des TGV qui sont aujourd'hui en circulation. Donc c'est pour vous montrer que en fait il y a des étapes progressives pour rentrer dans la fabrication additive qui sont y aller doucement pour pas se casser les dents en fait. Merci beaucoup Philippe, je suis assez impressionné, je ne savais pas qu'il y avait tant de pièces à la SNCF à date. Est-ce qu'il en est de même dans le nucléaire, Alexandre, ou est-ce que vous êtes complexé par rapport à Philippe? Ouais. Non, pas du tout. Non, du coup, au sein de la filière du nucléaire, nous sommes équipés de fabrication additive polymère. Nous regardons aussi l'option de la fabrication additive métal. Nous n'avons pas fait encore l'achat d'une machine, car pour des raisons d'ailleurs de qualification, de test, d'essai, on se fait du coup accompagner par des partenaires comme le CETIM juste à côté. Et en fait, du coup, nous avons fait le choix d'industrialiser donc la fabrication additive polymère au sein de nos usines en fonction des besoins. Donc typiquement, là, sur la partie qui est sur votre gauche, donc là, j'ai voulu montrer un peu une pièce qui s'adapte à l'existant. Donc c'est un système donc, multimatériaux qui permet de régler la ventilation et qui a permis du coup d'accélérer le processus de validation et de contrôle lors de maintenance et qui a permis de lever le doute sur 230 installations. Et donc on a gagné en termes de coût et de délai. Sur la partie du coup de droite, vous avez la partie du prototype à l'échelle 1. Donc là, l'idée, c'était de valider la partie mécanique avec, on va dire, un moindre coût, à moins de 200 € pour les pièces faites en FA polymère, avant de le passer en métal. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, après, l'assemblage complet nous coûte environ avec qualification plus de 4 000 €, alors que du coup, on a validé tout le concept pour 200.
Là, c'est un de nos projets phares. Donc ça, c'est un projet qui a vraiment vu le jour grâce à tout le processus de la fabrication additive polymère. Donc on a commencé par valider le prototype en FDM. Nous avons après utilisé la technologie de stéréolithographie, donc SLA, pour faire le système de préhension. Et après, nous avons choisi la technologie SLS pour la partie production en plus grande série grâce à son volume d'impression qui était beaucoup plus importante qu'un plateau traditionnel en FDM. Donc là, sur cette solution, en fait, donc ça nous a permis de remporter les appels d'offres, donc notamment à l'étranger, au Japon principalement, mais aussi de gagner en termes de flexibilité, d'innovation de rupture au sein de notre différents bureaux d'études. Et donc typiquement, cette solution permet en fait la préhension de pièces avec des formes très complexes, directement adaptées sur des robots, et ce qui permet du coup voilà, un gain de temps vraiment nécessaire à Orano, du coup, démantèlement et service. Pardon Alexandre, je ne suis pas sûr d'avoir compris comment marche cette pièce, là, comment est-ce que ça fonctionne? Alors du coup cette pièce, donc elle est en deux parties. Donc il y a le corps qui est fait du coup en SLS, qui est sur la partie grise que vous voyez sur la vue de coupe. Et en fait la partie du coup jaune, donc la préhension, donc la partie de l'anémone, en fait vient se recentrer sur elle-même, capter en fait la partie des pièces dans son corps et la garder à l'aide d'un vérin pneumatique. Donc en fait, c'est un peu une escalade, on va dire, de mécanique donc assez poussée qui permet du coup de maintenir les pièces donc, concernées dans son corps et de le relâcher qu'après utilisation et donc déploiement du vérin pneumatique. Magnifique. Magnifique, très impressionnant, je ne connaissais pas non plus. Alors peut-être pour poursuivre ce tour de table de l'état de la FA dans vos entreprises, je vais me tourner vers Sylvain. Je crois savoir que Dassault, de longue date, vous faites de la fabrication additive, mais là vous êtes monté d'un cran depuis quelques années dans l'industrialisation, enfin, sous votre contrôle. Sylvain, dites-nous en plus. Oui, tout à fait, bonjour à tous. Donc nous, chez Dassault Aviation, l'impression 3D date à peu près d'une vingtaine d'années. On a commencé donc à faire des pièces avionnables en polymère, qui nous a donné en fait l'envie d'aller plus loin et de se lancer dans la partie métallique. Donc la fabrication additive métallique chez Dassault Aviation date à peu près d'une douzaine d'années. Et en 2020, on a décidé de se lancer dans un projet de développement soutenu par la région, qui s'appelle Aeroprint, et qui a pour objectif de démontrer une capacité de produire des pièces aéronautiques en région, des pièces de classe 2 et de classe 3. Voilà. Donc ce projet il est constitué en fait de 8 lots de travaux qui ont pour objectif en fait de faire des levées de risque sur l'ensemble de la chaîne de valeur sur une pièce de fabrication additive métallique. Voilà. Les principaux objectifs qu'on s'est donnés dans ce projet-là, c'était bien sûr donc, la réduction des coûts. Donc on souhaite améliorer notre compétitivité, que ce soit sur les coûts directs ou les coûts indirects. Réduire les cycles de fabrication et surtout gagner de la masse sur nos pièces qui va nous permettre en fait donc d'augmenter le range des avions. Bon, quelques étapes clés en fait de ce projet. Donc je vous ai dit que c'est un projet qu'on avait lancé en 2020. Donc à partir de 2020 jusqu'à la fin de l'année, ce projet nous a permis donc de lever un certain nombre d'incertitudes techniques qui vont nous permettre, en fait, à partir de l'année prochaine, de démontrer la compétitivité de cette filière sur des machines d'impression ADOP, donc, qui font partie du groupe Michelin, dans un contexte d'usine 4.0. L'objectif donc, de ce projet, c'est de mettre en place un atelier pré-industriel automatisé qui nous permettra donc d'atteindre facilement l'objectif de coût. Donc là, je vous ai mis donc l'installation, une image de notre installation actuelle qui fait à peu près 400 mètres carrés, qui est composée donc de deux machines, une machine titane et une machine aluminium, avec un certain nombre de moyens de parachèvement et de nettoyage, parce que l'impression 3D, ce n'est pas uniquement le fait d'imprimer une pièce, il y a un certain nombre d'étapes avant et après la partie impression. Et tout cet ensemble-là doit vivre communément donc, dans un atelier spécifique, avec donc, tous les moyens de contrôle associés. Donc nous, au niveau des moyens de contrôle, on a comme partenaires donc, les gens de chez GOM et les gens de chez Zeiss, qui nous permettent en fait, donc, de maqueter une filière de production dans un atelier de 400 mètres carrés.
Donc l'atelier pré-industriel qu'on va mettre en place à partir de 2024 va être un atelier donc avec 6 machines pour une superficie au sol entre 900 et 1000 m². Wow, on parle beaucoup d'industrialisation, réindustrialisation, là on la voit pour de vrai. Oui. Est-ce que Christophe, vous peut-être dire un mot de ce qu'est France Additive, et est-ce que ce que nos 3 premiers invités ont pu exprimer reflète l'état de la fabrication additive en France plus largement? Oui, tout à fait. Alors, France Additive, c'est une association à but non lucratif qui regroupe en fait des centres de recherche, des plateformes techniques, des acteurs de l'éducation, des offreurs de solutions, des ateliers de fabrication et des utilisateurs finaux. Et on a ici notamment la SNCF et Dassault Aviation qui font partie de ces membres. Donc moi, je vois en fait un très grand nombre d'exemples à travers cet écosystème, parce que c'est un peu plus de 200 organisations. Et je pense qu'il y a parfois dépendant. On a vu ici des pièces plutôt techniques, du monde du nucléaire, des mondes sécuritaires, des mondes pour les avions, des pièces simples à des pièces très critiques. Et là, aujourd'hui, en fait, ici même sur ce salon, eh bien, il y a des pièces qui sont en train d'être fabriquées pour une association qui fait de la rénovation de meubles. Alors souvent, on dit que la fabrication additive, c'est quelque chose qui est lent, c'est quelque chose qui coûte cher et qui a beaucoup de post-traitement, et donc ça demande des tâches manuelles. Et donc, si vous allez voir cette animation, vous chercherez. Il y a eu en fait une ferme d'impression 3D avec un robot et avec une chaîne numérique. Et depuis ce matin, c'est le 4e carton comme celui-là qui est rempli. Alors, vous voyez, ça c'est une pièce, ça fait 4,3 grammes. Et ça, c'est tout ce qui a été fabriqué. Et il y en a déjà eu 4 comme ça. Donc, on est capable en fait de produire en série, de venir challenger le monde de la plasturgie sur des pièces qui sont très allégées, puisqu'en fait, cette pièce est un bouton, ça fonctionne, c'est fonctionnel, on peut ouvrir un tiroir, et ça fait 4,3 grammes et ça tient. Et donc, c'est aussi ça, c'est d'aller chercher sur des pièces à très faible valeur, qui ont une faible de marché en fait assez faible, mais d'être capable de produire de la commande. Et vous verrez cet exemple, il y a des pièces qui ont été fabriquées pour Leroy Merlin, qui vont bientôt être disponibles dans leur magasin. Il y a eu 4500 abat-jours qui ont été fabriqués en moins d'un mois, de l'idée jusqu'à la livraison chez le client. Donc ça devient une réalité. Le volume sur des pièces à faible valeur, c'est aussi une réalité. Et c'est toute ça la richesse de la fabrication additive, c'est d'aller vers des pièces très critiques jusqu'à des pièces de moindre valeur, mais dans un certain cas, la valeur va être dans l'agilité ou dans la créativité. Voilà, j'ai un peu mis le désordre, mais... Je ne suis pas sûr que ce soit très écologique de jeter les pièces par terre, Christophe. On va les récupérer. Mais on compte sur toi, on compte sur toi. Merci beaucoup pour toutes ces illustrations. C'est vrai qu'ils s'élèvent un peu au-dessus au-delà des pièces techniques qu'on a pu voir. Je crois que l'intérêt, la valeur qu'on trouve dans les pièces n'est pas la seule valeur qu'on peut trouver dans la fabrication additive. Alors, peut-être Philippe, encore, êtes-vous le mieux placé pour en parler? Il y a aussi tous les aspects maintenance, flexibilité de la production qui sont des atouts autant que la qualité de la pièce, me semble-t-il. Alors oui, c'est vrai que si on parle donc économique, chacun va avoir un modèle économique différent. Je suis plus proche de mon camarade de droite côté nucléaire, puisque je suis mainteneur en fait, donc je ne fabrique pas des trains. En revanche, chez vous, vous fabriquez des avions. Et donc du coup, on ne va pas se positionner de la même manière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une pièce pour contrer les problématiques en premier d'obsolescence. C'est-à-dire que j'ai un fournisseur qui a disparu. Moi, un train, c'est 40 ans de maintenance. Donc en 40 ans, il s'en passe des choses. Et il n'y a pas besoin d'avoir une guerre pour que les fournisseurs disparaissent. Et croyez-moi, du coup, c'est compliqué. Donc du coup, il faut trouver de pouvoir produire ces pièces-là. En plus, ça arrive souvent vers la fin. Et vers la fin, j'ai plus besoin de beaucoup de pièces. Donc vous imaginez bien que ça devient très compliqué d'avoir quelqu'un qui veuille bien nous fabriquer des pièces. Et à quel prix? Et à ce moment-là, justement, le prix, du coup, n'est plus un problème pour moi. Pour ma deuxième raison, c'est, on le voit ici, gagner du temps, réduire les immobilisations. Donc, rupture de supply chain, tout simplement. Là, j'ai une pièce qui fait défaut. Eh bien, il faut approvisionner en urgence cette pièce parce que sinon, mon train ne sort pas. Si mon train ne sort pas, il me coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros la journée de non-productivité. Et du coup, c'est des gens qui attendent leur train sur le quai de gare et ça, c'est pas acceptable. Donc, du coup, la fabrication additive, c'est une solution. Je peux approvisionner, même si c'est plus cher que la pièce d'origine.
Ce n'est pas un problème, ça devient rentable parce que c'est des temps d'immobilisation qui sont gagnés. Évidemment, après, on a aussi tout ce qui est optimisation des gestions des stocks. Hein. On parle de stockage virtuel, du stockage numérique. Aujourd'hui, SNCF a un demi-milliard d'euros de pièces en stock, voilà, à disposition pour faire sa maintenance. Évidemment, si on peut diminuer ce stock, eh bien, on imprime au besoin. Donc on regarde évidemment les pièces de rotation lente, c'est-à-dire des pièces où finalement j'en consomme une par an. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir finalement stocké toute la vie de l'engin pendant 40 ans dans un hangar? Donc si je peux la fabriquer quand j'en ai besoin, là je ne suis pas besoin dans l'urgence, mais je peux planifier et je peux gagner sur le stockage. Bon, évidemment, après, comme tout le monde, on aime se faire plaisir et revoir les pièces pour optimiser la maintenabilité, l'allègement, faire des pièces qui seront plus fiables. Hein, ça, c'est des choses qui sont possibles dans la fabrication additive par l'amélioration incrémentale, puisqu'elle est moins chère. Hein, je n'ai pas un moule à fabriquer, je n'ai pas un moule à usiner pour des pièces polymères, où à chaque fois, c'est un coût exorbitant, et donc il vaut mieux être bon du premier coup. Donc voilà le modèle économique côté mainteneur. Je pense que tu partages ce point de vue-là. Oui, entièrement Philippe. D'ailleurs, je pense que ça va être une redite pour après, mais c'est vrai que je partage la plupart des points avec toi sur la partie de la maintenabilité, sur le droit à l'erreur qu'on peut retrouver grâce à la fabrication additive à moindre coût, de fabriquer au juste besoin et aussi valider la propriété intellectuelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été un vrai levier pour nous. En fonction des différentes usines, l'idée, c'était vraiment d'apporter un outil facile, un peu clé en main, c'est vrai, avec une certaine quand même connaissance, une certaine familiarité aussi sur la conception, sur l'allègement de pièces, optimisation topologique ou autre. Et donc ça, c'est vraiment dû à la fabrication additive qu'on a pu, on va dire, activer ce nouveau levier qui n'était pas forcément disponible sur nos usines, en complément de ce qu'on fait traditionnellement pour la maintenance. Mais messieurs, ces stocks numériques sont aujourd'hui une réalité ou c'est pour demain? Est-ce qu'à la SNCF, vous avez réduit votre demi-million d'euros de stock? On est dessus. C'est-à-dire qu'on passe aujourd'hui, on ne traite plus les pièces au fur et à mesure du besoin. En fait, on anticipe et on a des familles de pièces entières qu'on travaille en amont, puisque ce n'est pas au moment où je vais en avoir besoin qu'il va falloir faire le plan 3D. Hein. On est dans du ferroviaire, c'est pas de l'aéronautique. J'ai pas des 3D toutes mes pièces, surtout que j'en ai qui ont. J'ai certains trains, je maintiens certains trains qui ont plus de 100 ans, des trains historiques. Donc je peux vous jurer que j'ai pas de 3D, voire même j'ai pas de plan du tout. Donc il faut scanner, il faut refaire le design de la pièce de 3D et ainsi de suite. En restant ISO design, même rien que ça prend du temps de l'ingénierie. Et donc je sais même pas exactement la nuance qu'il y a dessus. Donc vous imaginez que ça prend du temps. Donc on fait tout ça, ce travail en amont. On vient générer des 3D qui sont designés pour faire de l'impression 3D aussi, parce qu'il faut anticiper. Il y a des petites modifications à faire. La fabrication additive, c'est un procédé comme un autre qui a lui aussi des contraintes. Il en a moins que certains, mais il en a aussi. Et donc, du coup, on participe et on a créé déjà tout un stock de fichiers numériques 3D qui sont prêts, qui sont là. Et si j'ai besoin, j'ai plus qu'à les imprimer. Et j'ai pas besoin de reprendre toute mon ingénierie pour, en urgence, devoir produire la pièce. Et ça, c'est un travail qui est déjà en cours depuis plusieurs années. Et on en a des milliers de pièces. Donc, puis tout n'est pas éligible à la fabrication additive non plus. Attention, c'est pas la solution. Faut pas faire de la fabrication additive pour faire de la fabrication additive. C'est vrai que c'est sympa, c'est fun, mais faut que c'est un intérêt économique quand même. Donc, on va pas vers toutes les pièces sont pas forcément éligibles en tant que techniquement, mais aussi économiquement. Ah bon, je suis un peu déçu là. Mais peut-être Sylvain, vous, quelles sont les pièces éligibles? Quelles sont les pièces qui vous intéressent pour faire l'avion de, je ne sais pas si c'est d'aujourd'hui ou de demain? Donc nous, aujourd'hui, on fait régulièrement des revues techniques avec les gens du bureau d'études pour identifier donc des familles de pièces qui pourraient être intéressantes à passer en fabrication additive. Donc, comme tu disais tout à l'heure, donc toutes les pièces, elles ne sont pas candidates à la fabrication additive. On s'est donné déjà un certain nombre de critères, déjà pour faire des premiers filtres. Donc on se focalise essentiellement donc, sur des pièces à forte valeur ajoutée, puisque bon, on s'est rendu compte que
Attends, on va déjà un petit peu avancer. Voilà. On s'est rendu compte que déjà des pièces qui n'étaient pas chères déjà à la base, les passer en fabrication additive n'apportaient pas un gain économique. Fabrication additive métallique. Métallique, voilà. Donc nous aujourd'hui, on s'est quand même pas mal focalisé sur des pièces, donc soit des pièces hydrauliques, donc c'est des pièces qui sont assez massives à la base, sur lesquelles on va juste imprimer en fait la partie fonctionnelle avec des reprises d'usinage. On a regardé ensuite donc tout ce qui est pièces organiques, donc des pièces qui peuvent gagner de la masse grâce aux outils d'optimisation topologique. Et ensuite, pour l'instant, on s'est ensuite focalisé sur tout ce qui était pièces à parois fines, donc tout ce qui est tuyauterie, conditionnement d'air ou carburant. Et donc déjà sur ces 3 familles de pièces-là, on a déjà identifié au niveau métallique à peu près une grosse centaine de pièces, tout programme confondu, qui pourraient être intéressantes à passer en fabrication additive. Après, sur la partie cycle, la famille de pièces qui est vraiment pour nous la plus intéressante, c'est les fonderies. Les fonderies aujourd'hui, de par nos faibles volumes de production, on a des cycles entre 24 et 30 mois pour approvisionner des fonderies. Et sur certaines pièces, on est capable de les faire en un week-end de temps. Donc là, en termes de cycle, la technologie, c'est imbattable. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est dans sur ces 3 grandes familles de pièces-là. Après, on a des opportunités pour fabriquer des pièces de rechange, donc comme la SNCF. Et puis, on a une autre famille sur laquelle on n'a pas encore beaucoup investigué, mais qui sont les outillages, où on pense qu'il y a une véritable opportunité donc, sur cette famille de pièces-là en termes de cycle et en termes de coût. Voilà. Donc là, je vous ai mis ensuite quelques dates clés, parce que pour nous, faire de la pièce, ça nous sert principalement pour monter sur nos avions et puis ensuite faire voler donc, ces avions avec nos pièces. Donc, on a besoin donc, de qualifier donc, cette fameuse filière avec une qualification matériaux procédés, ce qu'on appelle. Donc, ce mois-ci, on devrait être qualifié donc, sur tout ce qui est titane. Et puis, à l'automne, on sera qualifié sur la partie aluminium. C'est-à-dire qu'à partir de ces 2 dates clés-là, on sera capable, en fait, donc, et on aura l'autorisation de fabriquer des pièces avionnables et de livrer la chaîne avion. Ça décolle bientôt alors Ouais, je rebondis sur ce que tu dis justement, Sylvain. Le problème du coût de la qualification, c'est que si on commence tout de suite à vouloir prendre des pièces qu'on va vouloir faire voler ou faire rouler ou monter dans les installations, c'est exorbitant. Voilà, faut pas se le cacher. Et donc, si vous voulez commencer sur la fabrication additive, commencez, comme tu l'as dit, par les outillages. Les outillages, ça ne vous demande pas des qualifications et c'est vraiment des quick wins directs. Et on y est tous passés. Voilà, les entreprises, vous mettez une imprimante 3D dans les bureaux d'études, vous allez voir, hein, très vite, ils vont s'amuser avec et ils vont commencer à produire très rapidement pour la maintenance ou pour la fabrication, pour voir la montabilité des pièces. Voilà. Et ça, l'outillage, c'est vraiment pour moi, l'axe d'entrée le plus rapide et le plus simple pour s'acculturer à la fabrication additive. Et ensuite, progressivement, vous rentrez dans les qualifications et ainsi de suite. Mais il faut y aller doucement. Et c'est par cet axe-là où vous verrez qu'il y a une possibilité de rentrer facilement et d'être déjà économiquement rentable. C'est ça. Et d'ailleurs, je rebondis aussi sur ce que tu dis. C'est entièrement d'ailleurs le processus qu'on a un peu choisi chez Orano. Mais en parallèle de ça, c'est vrai que la qualification, pour revenir à Dassault, on rencontre vraiment cette problématique. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on participe au projet Arcane, donc financé par BPI et piloté par EDF pour toute la qualification des procédés de fabrication additive métal pour la filière du nucléaire. Voilà, donc c'est vraiment aussi une étape clé. C'est vrai qu'elle est non discutable. Voilà, c'est un process qu'il faut suivre pour du coup permettre l'installation future des pièces fabriquées en métal directement sur nos lignes de production. Parfait. On voit que la qualification angoisse là. Ça a l'air d'être une barrière à l'entrée. Non, mais je vous en prie, Alexandre. D'autres intérêts à la fabrication additive chez Orano? Alors, on reviendra à la qualification parce que là, je vous sens en délicatesse avec ce point.
Non, bien sûr, non, mais la qualification est importante. Non, mais je pense que sur les points voilà, qu'on a vus, il y a du coup la démarche tester rapidement, valider des concepts aussi avec les bureaux d'études, valider aussi des pièces d'outillage, de dépannage, la fabrication au juste besoin avec l'optimisation topologique, l'optimisation de forme, avec pourquoi pas aussi une reconception de certaines pièces qui n'ont jamais vu le jour depuis les années 2000, pardon. Et aussi, nous, ça nous tient cher, mais toute la partie propriété intellectuelle, comme on est quand même sur des parties du procédé assez complexes, on a aussi des problèmes de processus qui, du coup, ralentissent un peu la créativité, la conception par ce biais de NDA. Et c'est vrai que de pouvoir tester comme ça à moindre coût, nous, ça nous a permis vraiment de répondre à plusieurs appels d'offres avec une certaine maturité, une confiance. Et d'ailleurs, on les a remportés en partie grâce à la fabrication additive. Un éclairage plus général, Christophe? Oui, alors en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est la diversité en fait, des usages. Donc cette démarche en fait, de recherche et de trouver de la valeur, ça se retrouve aussi par exemple dans le domaine de la pâtisserie. Il y a une très belle entreprise française, la pâtisserie numérique, qui aide en fait, les chefs pâtissiers à innover, à créer en fait, des nouveaux desserts. On voit dans le domaine de la construction, je pense que c'est pas l'idée d'aller construire l'ensemble du bâtiment, mais d'aller construire certains éléments que l'on va pouvoir en fait après déporter sur le lieu du chantier. Là, le retour d'investissement, il est en fait sur le gain de temps et le gain de mobilisation de ressources sur le chantier en lui-même. Donc ça peut coûter parfois un peu plus cher de fabriquer en additif, mais on va gagner du temps parce qu'on va mobiliser moins de ressources sur le terrain. Et ensuite, quand même, il faut savoir que le premier domaine, c'est le domaine du médical dans le monde entier. Et donc, vous avez aussi bien tout ce qui va être extérieur au corps humain, donc c'est les semelles, par exemple, orthopédiques ou des équivalents. Et vous avez tout ce qui va être interne au corps humain. Vous allez avoir des implants, vous allez avoir tout ce qui est dans le domaine de la dentition notamment, qui sont vraiment des très gros segments. On est allé chercher en fait aussi bien du bien-être pour chacun d'entre nous, mais aussi de la performance industrielle. Donc, le champ est aujourd'hui très très large et touche pratiquement tous les domaines. Très probablement, les nouveaux domaines de croissance que l'on va voir se développer, c'est le domaine de l'électronique, avec notamment des PCB qui commencent à être fabriqués en additif, le domaine des batteries, et probablement tout ce qui va être connexe en fait, aux nouvelles énergies, par exemple avec l'hydrogène, qui ouvre des nouveaux territoires. Donc il faut vraiment s'ouvrir au maximum et se dire finalement, par rapport à mon métier ou à mon savoir-faire, est-ce que je peux trouver une approche différente et venir compléter avec un nouveau procédé de fabrication ce que je maîtrise déjà aujourd'hui. Merci beaucoup, Christophe. Alexandre, je crois que vous êtes le seul qui avait eu le courage de nous donner des notions de coûts et même des coûts exacts pour un exemple. Je crois que la problématique de la table ronde était l'exploiter sans se ruiner. Alors on est un peu obligé de parler de coûts. Oui, expliquez-nous votre exemple, s'il vous plaît. Alors là, c'est un exemple que je prends assez régulièrement parce qu'en fait, en 2021, ça a justifié du coup l'achat d'une Fuseone de chez Formlabs, ne serait-ce que par des bouchons. Donc en fait, ça paraît bête, mais on a des bouchons sur des systèmes de boîte à gants et initialement, ils étaient faits en acier pour un coût environ de 9 000 € par un fabricant extérieur sur notre propre conception, bien évidemment. Et en fait, personne ne se remettait forcément en cause de pourquoi le bouchon était fait en acier, parce que historiquement, ça a toujours été fait comme ça. Et donc après, par le biais du coup de l'achat de machines FDM et de SLA aussi, ça a permis de fabriquer directement en interne ces petites commandes, donc sur 20 pièces, et d'arriver à un coût de fabrication à environ 2 600 € contre 9 000 € à une fabrication extérieure qui était faite comme ça depuis très longtemps. Donc ça, c'était juste un exemple comme ça assez atypique, mais même classique. Parce que j'ai envie de dire qu'un bouchon avec une forme un peu complexe, pas standard, des fois, voilà, ça permet d'être remplacé ou d'être facilement imprimable par le biais de la fabrication additive. Donc après, pour faire du coup le parallèle quand même sur la fabrication additive métal, quand même sur ce qu'on fait, la fabrication additive métal, bon là j'ai pas d'image sur cette slide, mais on arrive à des gains d'environ 1,5 million par an sur l'identification de pièces critiques, comme on l'a expliqué sur les différents critères. Et donc tous ces leviers-là sont forcément très intéressants par le biais de ces nouveaux procédés de fabrication et cette capacité à reconstruire un modèle, le revoir à son juste besoin avec ses parties fonctionnelles.
Alors, juste Alexandre, là, plus le temps avance, plus votre pièce vous coûte cher, là, si je suis votre graphique. Non, bien sûr, non, c'était surtout une construction de la justification de gains, du coup, pour permettre du coup l'achat d'une machine. Et donc là, cette temporalité nous a permis vraiment de justifier très rapidement, en moins de 2 semaines de conception, de valider et de pouvoir acheter la machine dans une brève délai. Donc vous avez fait le choix de l'internalisation pour produire ces pièces et réduire ce coût. Hein. Exactement. Exactement. Et vous, SNCF, ça va être externalisation totale, internalisation, hybridation. Évidemment, il y a une bonne question à se poser, c'est le make or buy, comme toujours. Pour le côté polymère, c'est moins cher. L'investissement pour les machines sont moins chers. Et encore que, puisque nous, on est sur une problématique de matériaux à haute technicité, en fait. Hein. Tous les matériaux polymères qu'on met dans un train doivent être feu fumé, avec des niveaux d'exigence qui sont supérieurs à ceux de l'aéronautique. Eh oui, j'étais encore en réunion il y a 15 jours avec Safran, justement, sur ces problématiques-là. Et donc, du coup, c'est quand même des machines qui sont un petit peu chères, mais disons qu'elles arrivent à produire des pièces assez faibles en prix, et puis l'investissement est faible. Donc ça, on a internalisé, on a des machines pour produire des polymères feu fumé chez nous. En revanche, pour les machines métalliques, j'ai pas un besoin suffisant pour investir, et puis c'est pas mon métier de fabriquer en fait. Donc on a choisi plutôt de qualifier des fournisseurs français ou francophones qui produisent pour nous des pièces, à part un cas particulier où là on est dans le cadre d'un appel à projet Corifère financé par BPI France, projet de 4 ans qui s'appelle Additive for Rail, où on a internalisé la fabrication pour des pièces métalliques de grande dimension. Donc on est avec des partenaires comme vous allez avoir un académique qui est École Centrale de Nantes, vous allez avoir 4D Pioneers, vous allez avoir VLM Robotics, et on fait du WAM. Donc le WAM c'est quoi? C'est un robot de soudage en fait, hein, qui vient fabriquer en déposant des cordons de soudage, de soudure, en fait des grandes pièces. Puisque sinon les autres machines on n'en a pas parlé, mais ça fait des petites pièces métalliques. Hein. Donc nous les trains c'est grand, et donc on avait besoin de fabriquer des grandes pièces. Donc ça on a souhaité l'internaliser pour 2 raisons. C'est que déjà c'est pas un coût exorbitant comme machine. Et ensuite, c'est très proche de notre savoir-faire. Parce que du soudage, un robot de soudage et du soudage, c'est des machines de soudage, on connaît, on sait faire, et ça, on a déjà en interne. Alors que apprendre tout, et avoir la culture de fabriquer avec des poudres, c'est pas un savoir-faire qu'on a, et ça devient assez complexe. Donc on a préféré sous-traiter pour cette partie-là. Faut dire que les machines c'est des tickets d'entrée à 1 million d'euros donc, sur les poudres. Alors que là, c'est pas le même tarif. Et juste pour comprendre, le choix d'internalisation, externalisation, il est fait sur des critères purement économiques ou c'est de la sécurité d'approvisionnement ou les deux? Les deux. Les deux. Ok. Et vous, Sylvain, par contre, on a vu que vous avez votre unité de production. Est-ce qu'elle va suffire à produire toutes les pièces dont vous avez besoin ou... Absolument pas. Donc aujourd'hui, nous on est en train de mettre en place en fait le make or buy. Donc pour l'instant, on produit essentiellement des pièces en interne avec un peu de sous-traitance. Parce que comme disait mon collègue de droite, aujourd'hui, on est limité en taille sur les machines. Le standard moyen, le volume moyen aujourd'hui sur des machines du marché, c'est à peu près 300 mm3. Pour les plus grandes, elles font 350-400. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains fabricants qui commencent à faire des machines pour les plus grandes jusqu'à 1200-1500, mais ça reste quand même des investissements qui sont lourds. Hein. On parlait tout à l'heure d'1 million d'euros, c'est le ticket d'entrée. Si vous voulez une machine qui commence à tourner correctement, on est plus entre 1,3 million, 1,5 million, sans l'infrastructure. Puisque derrière, il ne faut pas oublier, hein, lorsqu'on achète ce genre de machine, il faut penser aussi à l'installation. Le coût de l'installation d'un atelier spécialisé, ça représente au moins autant que le prix de la machine. Donc c'est vraiment des investissements qui sont relativement lourds. Donc nous, aujourd'hui, on veut maîtriser la technologie en interne d'Assaut Aviation. Comme vous avez pu voir, voilà, on est en train de monter une activité en interne qui se trouve sur notre établissement d'Annecy. Mais on va s'appuyer aussi sur des sous-traitants puisque la fabrication additive et notamment toute la partie LBM, c'est une technologie qui est relativement longue en termes d'impression et donc on n'arrivera pas à fournir la chaîne avion par rapport au volume et aux cadences avion.
Donc stratégiquement parlant, sur la partie soustractive, on s'est toujours appuyé sur un réseau de sous-traitants. Et donc on va faire perdurer notre stratégie en s'appuyant sur des acteurs, principalement en région si on peut, pour qu'ils puissent produire de la pièce également pour nous. Et en plus, ça nous permettra donc de sécuriser l'outil industriel en cas de maintenance, en cas de défaillance, en cas de situation imprévue, de telle façon à ne pas provoquer de manquant ou de rupture de chaîne d'approvisionnement. Et justement, au niveau du réseau de sous-traitants, alors peut-être Christophe, vous qui avez une vision sur l'ensemble des entreprises sur le territoire français, a-t-on en France le réseau de sous-traitants pour fournir, Sylvain, ou les amateurs de polymères? Alors oui et non. Si tout le monde, à la sortie de cette réunion, décide de commander des gros volumes, on aura un problème en termes de capacité de réponse. Par contre, oui, il existe au moins une cinquantaine d'ateliers industriels qui disposent de capacités, qui sont capables de répondre aux besoins, qui souvent vont associer avec des services d'ingénierie. C'est pour ça qu'on les appelle un terme service bureau, puisqu'ils se contentent souvent pas seulement de fabriquer, mais aussi d'accompagner le client sur la réalisation. Donc on a une capacité de production en local. On voit même le rapatriement de certaines activités grâce à la fabrication additive sur notre territoire. Donc oui, il y a une capacité. Le marché aujourd'hui est prêt à accélérer. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont prêts à investir. Et tout dépend un petit peu de la demande également et de la formalisation des besoins des différentes filières industrielles. Et c'est quelque chose qui est orchestré au niveau national dans le plan national impression 3D. J'ai entendu plusieurs fois parler de la BPI et c'est vrai qu'aujourd'hui, la BPI ou SGPI qui étaient présents juste avant sont très moteurs pour soutenir justement les acteurs et les accélérer. Et on a ici un exemple avec VLM Robotics qui est accéléré actuellement par la BPI et c'est un bon moyen de répondre au marché. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce plan impression 3D ? Alors c'est parti d'une initiative des acteurs, de ces différents profils complémentaires, et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire avec les différentes filières industrielles, et est-ce qu'on peut solliciter l'État pour qu'il nous aide à aller plus vite. Donc c'est parti en fait d'un réseau qui s'est étendu progressivement et qui aujourd'hui s'inscrit dans l'action France 2030. Il y a eu un premier appel à manifestation d'intérêt l'année dernière qui a donné lieu à plusieurs projets. Et on espère que dans les mois à venir, il y aura des nouvelles étapes en lien avec France 2030. Magnifique. Donc, messieurs, on a compris que vous aviez des pièces ou alors des applications maintenance dans lesquelles la fabrication additive amenait beaucoup, que ce soit en internalisant ou en externalisant. Ensuite, on a compris que le coût de la qualification était important, que le coût d'investissement, le ticket d'entrée, pour vous citer, l'était également. Mais si on trouve les bonnes applications, alors ça vaut le coup chez vous. Est-ce que ça suffit pour que ça diffuse dans l'entreprise? On paye le ticket d'entrée et c'est parti? Ça serait trop beau en fait. Il faut pas se lancer dans la fabrication additive sans... c'est un bouleversement en fait. Dans votre entreprise, ça va être un vrai bouleversement, dans les bureaux d'études surtout, sur comment penser. Faut penser différemment. Et si vous mettez en place toute la chaîne industrielle avec les sous-traitants, les machines, tout ce qui va bien, si vous n'avez pas travaillé avec vos bureaux d'études avant, avec la logistique, avec les achats, ça va toucher tout le monde. En fait, ça modifie tout le flux d'approvisionnement des pièces, hein, que ce soit côté technique ou côté approvisionneur. Et il faut faire du coup beaucoup faut prendre le bâton de pèlerin et évangéliser en fait. Hein, et c'est un travail qui n'a pas de... Il n'y a pas de fin en fait, hein, puisqu'il y a du renouvellement en permanence. Et donc, il faut aller former. Donc, il faut mettre en place des formations. On a des formations internes. Par exemple, on a des formations d'une journée avec des correspondants locaux. Vous voyez, on a un réseau de correspondants locaux là, qui maille sur tous les technicentres de France. Donc, tous les bureaux d'études ont un correspondant. Le correspondant fait des formations pour les gens du terrain, pour leur faire remonter, que ce soit bien un gars qui change des pièces sur votre train avec un acheteur ou bien même quelqu'un des RH. Hein. C'est pas ça le problème. C'est
voilà, on met la culture progressivement, et puis c'est des cas d'études et des cas qui vont remonter en fait du terrain comme ça, qui vont nous arriver, parce que sinon, si on les accompagne pas, en fait, vous allez déployer un système et vous n'aurez pas de remontée de cas directement. Ça, c'est la première truc. Et puis après, on a une deuxième formation, par exemple, en interne. Alors, il y a des centres de formation qui font ça très bien aussi, hein, mais vu la taille de notre entreprise, on a jugé que c'était nécessaire de le faire en interne, sur accompagner nos bureaux d'études. Où là, c'est comment designer pour la fabrication additive, c'est-à-dire penser différemment, qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qui n'est pas éligible. Et ça, notamment, c'est pour gagner du temps, parce que, comme je vous ai dit, par exemple, sur les pièces métalliques, on sous-traite. Si on cherche la réactivité pour fabriquer des pièces, mais qu'il va y avoir une semaine d'échange de ping-pong entre le fabricant et notre bureau d'études sur « Ah ben là, j'ai besoin de mettre des supports. Ah ben oui, mais là, vous pouvez pas. Ah ben si j'oriente la pièce comme ça, ça serait mieux je pourrais en mettre plus dans le plateau. Ah ben non, ça m'intéresse pas, ça me va pas. » Et tac, 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 moi j'ai perdu ma réactivité, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut former les bureaux d'études à ce que c'est la fabrication additive. C'est des règles de conception. Ils savent très bien le faire pour la fonderie, pour du pliage, pour du mécano-soudé. Mais en revanche, la fabrication additive, c'est nouveau pour eux. Donc, on y va tout doucement. Et avec cette culture, aussi bien dans les achats ou aussi bien dans l'approvisionnement, progressivement, vous allez voir apparaître, remonter les cas, les besoins. Et vous allez voir que ce que vous allez déployer va prendre rapidement un élan. Il n'y a pas de souci. Ça va approvisionner. Rapidement un élan, c'est aussi ce que vous avez vu côté Orano, parce qu'on a entendu à la fois des formations, un réseau de référents et une acculturation dans l'entreprise. Vous procédez de la même façon dans le nucléaire? Exactement. En fait, on procède de la même manière. Donc, en fait, on a des référents, donc labs d'innovation, comme on les appelle, ou Fab Lab, qui du coup sont là pour prêcher un peu, comme tu disais, la bonne parole, mais surtout d'accompagner dans la démarche de créativité, de conception, un peu dans l'idée d'un Fab Lab ouvert, mais quand même industriel, tourné pour Orano. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de sélectionner les machines aux justes besoins pour se rapprocher au mieux des besoins techniques, des besoins aussi de solutions pérennes directement pour nos lignes de production. Donc là, typiquement, maintenant, chaque BU est équipé de plusieurs machines spécifiques à son besoin. Et donc, comme tu disais, il y a vraiment une importance à créer, même au niveau des RH. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place de plus en plus sur des programmes de formation pour essayer de démocratiser un peu ces nouveaux procédés de fabrication. Aussi, que ce soit bien pour la découverte, mais aussi par des experts ou différents niveaux en fait, de maturité. Et donc, la qualification, donc nous, là, récemment, on a fait l'acquisition d'une machine d'essai de traction, de microscope électronique pour aussi monter en maturité sur la qualification même polymère, pour voir un peu si on était capable de répondre à certains cahiers des charges, parce qu'on se voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise vraiment. Et donc, grâce à cette démocratisation, on a réellement besoin de monter aussi en maturité sur tout ce développement de pièces et de procédés de fabrication. Mais en fait, si on n'y va pas, ils iront, mais en ordre dispersé. Hein. C'est-à-dire que quand on a pris le PLIN, il y a plus de 7 ans maintenant, on a découvert localement des gens qui en faisaient déjà, même des acheteurs qui commandaient des pièces en fabrication additive. On ne savait pas. Et donc, il ne faut pas hésiter à mettre à se lancer là-dessus et à mettre des projets un petit peu structurés pour ramasser toutes ces bonnes volontés. Parce que finalement, dans les gens que vous avez autour de vous, dans vos entreprises, vous avez probablement des gens qui ont des appétences à ça, ou ce qu'on appelle des makers. Hein. La plupart, en fait, on découvre, c'est pour ça que tu as raison, les RH, c'est important. Ça ne sert à rien de pousser un gars à faire de la fabrication additive s'il n'est pas intéressé. Alors qu'on en a chez nous, nos référents, ils ont tous des machines chez eux, en fait. Hein. À Noël, ils se sont tous fait offrir des machines d'impression 3D et ils fabriquent pour leurs copains, pour leurs voisins, des poignées de frigo, la petite pièce qui a cassé sur le lave-vaisselle. Voilà. Mais ces gens-là, c'est des perles hein, pour l'entreprise. Hein. Il faut les récupérer et l'utiliser à leur juste besoin, enfin à leur juste valeur. Et ça, c'est vraiment important pour déployer vraiment la techno, je pense. Et au-delà de l'entreprise, Christophe, pour l'acculturation, j'ai presque envie de dire nationale ou globale, c'est aussi le rôle de votre association, me semble-t-il. Alors oui, ça passe beaucoup par l'éducation, puisqu'on a par exemple des lycées qui sont adhérents, donc ça va des lycées jusqu'aux formations ingénieurs et à la formation continue. Il y a aussi un partage et un retour d'expérience, c'est aussi important.
de pouvoir, entre acteurs, se partager ces savoir-faire. Et ce qu'on essaye aussi, c'est de faire du lien entre le monde de la recherche et le monde de l'usage, en ayant en fait entre les deux des offreurs de solutions qui sont capables d'industrialiser. Puisque c'était quand même le thème de cette conférence, il y a une notion en fait économique. Et c'est important quand même d'aller chercher une structure de coût qui va au même niveau de compétitivité que ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des technologies matures comme l'usinage ou l'injection. Donc c'est quand même un challenge et il faut essayer d'accélérer ce cycle d'adoption qui est important. Merci beaucoup. Sylvain, je ne sais pas si vous partagez tout ce qui a été dit, mais peut-être on se dirige doucement vers la fin. Alors comment exploiter la fabrication additive pour ne pas se ruiner? Vous avez une conclusion à cette grande question? Je ne sais pas si j'aurai la bonne réponse à la question, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, avant de se lancer dans cette nouvelle technologie, qui est vraiment une technologie qui est fantastique, et je pense que ça sera, c'est la nouvelle technologie après le monde de la commande numérique en termes de rupture au niveau de l'industrie. Il n'y en a pas tous les ans, mais celle-ci, je pense que c'est vraiment une opportunité. Avant tout, il faut véritablement se poser et regarder l'opportunité ou pas de se lancer dans cette aventure, que ce soit d'un point de vue industriel, en termes de matériel, mais aussi en termes de pièces. Parce que je rappelle que toutes les pièces, elles ne sont pas candidates à la fabrication additive. Et je pense que si on fait les mauvais choix, malheureusement, ça va être un peu compliqué pour la suite. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il existe un grand nombre de sociétés, de conseils, etc., qui peuvent accompagner les sociétés dans les bons choix, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter. On a pas mal parlé donc, de la partie plastique. Je pense que le plastique aujourd'hui, c'est une bonne porte d'entrée avant de se lancer dans le métal, parce que le métal, c'est assez compliqué quand même. Il y a pas mal de choses à savoir. Donc le plastique, déjà en termes de moyens, c'est beaucoup moins cher que le métal, hein. On peut trouver des imprimantes sur le marché pour quelques milliers d'euros. Et donc on peut déjà voir si déjà au niveau du plastique, déjà s'il y a des opportunités qui donneraient ensuite donc la possibilité de basculer sur le métal. Donc moi, si j'avais un conseil déjà à donner, bah, je pense que je démarrerais par le plastique. Et je regarderai au bout de 2-3 ans les opportunités que le métal pourrait donner, mais je ne me lancerai pas directement dans le métal. C'est très compliqué, c'est très onéreux, et je pense que derrière les risques, les enjeux sont vraiment importants, quoi. Analyse que vous partagez de se faire accompagner par les insiders du domaine, que ce soit au niveau associatif France Additive, que ce soit par des consultants. Ouais, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner pour se lancer dans la fabrication additive, et le seul, c'est adhérer à France Additive. Non, sans plaisanter en fait. C'est-à-dire qu'il existe des réseaux, il existe des gens qui ont fait le chemin pour vous déjà. Plus de 12 ans, plus de 7 ans, pareil, des années. Faut pas croire, ça peut faire peur parce que vous dites, ah bah, si je me lance, il va falloir 12 ans pour qu'elle soit mature et que je puisse fabriquer des pièces et que ça soit rentable. Non, non, non. Non, si vous intégrez des structures comme cette association-là, vous allez profiter justement du retour d'expérience qu'on a tous en fait. Moi, quand je suis arrivé il y a 7 ans sur le marché, on a récupéré tout le bénéfice de l'aéro et ainsi de suite. Donc, si vous arrivez aujourd'hui, vous bénéficierez des réseaux qui existent déjà et ça vous évitera de vous prendre le tapis dans les mêmes choses que nous sommes pris avant vous. Et ça sera bénéfique et vous verrez que vous arriverez en très peu de temps au même niveau que nous. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Grâce à des réseaux comme proposés et qui sont aidés, accompagnés comme France Additive, vous verrez que votre développement et votre déploiement ira très très vite. Et vous n'aurez pas à déployer et dépenser autant d'énergie et d'argent qu'on a dû le faire, nous, en tant que grand d'ordre. Donc ceux qui commencent aujourd'hui sont presque pas en retard. Oui, c'est ça en fait, ouais, c'est presque rageant. Vous partagez un dernier mot, Alexandre? Oui. Non, oui, bien sûr, non, je partage tout à fait. Et je pense que d'ailleurs, c'est la symbiose entre les deux états d'esprit. En commençant d'abord par la partie polymère, c'est déjà une première bonne approche sur la conception, comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire.
Et après, la question du réseau qui est forcément clé parce que c'est les usines, nous en tout cas dans notre cas, qui est vraiment demandeur de ces nouveaux procédés de fabrication parce qu'ils se sont rendus compte que c'était facile, qu'ils pouvaient avoir la pièce du jour au lendemain. Et ça, c'est vrai que ça a changé un peu la dynamique instaurée dans nos usines. Et donc je pense que c'est vraiment l'équilibre entre le bon savoir-faire et du coup une bonne communauté qui fait que du coup la pérennisation de la fabrication additive va continuer au sein de nos industries. Merci beaucoup Christophe. Un dernier mot peut-être avant de conclure. Oui, je pense que c'est un état d'esprit, vous l'avez bien reflété. Et effectivement, ça passe par les compétences, par l'humain. On parle beaucoup de technologie, de matériaux, de nouveaux procédés. Mais c'est avant tout de l'humain. Donc il faut accompagner, aller chercher les jeunes. C'est aussi un moyen de rendre attractif peut-être votre métier puisque ça a une bonne image. Ils en font à l'école, ils en font au cours de leurs études. Donc c'est aussi une technologie qui a une bonne image en fait. Et on cherche à attirer des talents dans l'industrie, si possible pas que des hommes. Donc aller aussi chercher des jeunes filles et des jeunes femmes, y compris dans les conférences, monsieur Jean-Daniel Penaud. J'ai pris bonne note. C'est rigolant parce que c'est jamais facile. Mais effectivement, il faut aller chercher les talents. On n'en aura pas suffisamment si on ne va pas les chercher pour répondre à la demande, aussi bien des différents offres de solutions que des utilisateurs. Donc les acteurs de formation ont un rôle important. Merci beaucoup messieurs. Je crois qu'on a vu de beaux exemples dans lesquels la fabrication additive est rentable et comment trouver de la valeur, que ce soit dans le choix des pièces ou des cas d'usage en maintenance. Beaucoup aimé, merci pour la stratégie d'implémentation dans l'entreprise, point clé, et de fait que évidemment les réseaux puissent beaucoup vous y aider. Je crois qu'il nous reste peu de temps pour des questions. Alors, enfin, pas de